C'est la bébête qui monte, les violences gratuites n'en finissent plus d'augmenter. Avec plus d'1 millier par jour, l'insécurité apparaît de plus en plus comme un fléau impossible à juguler. L'ancien candidat à la présidence américaine, John McCain, est mort. Celui qui avait affronté Barack Obama était le symbole d'un parti républicain belliciste et aligné sur une vision du monde proche des néo-conservateurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Déferlement de violence en France. Depuis le début de l'année, on enregistre quelques 1000 agressions par jour. C'est un record auquel s'ajoutent les agressions sexuelles également en hausse. De quoi donner du pain sur la planche à la future police de proximité. 1000, 10 fois 100, 10 fois 10 fois 10. Chaque jour, 1 millier d'agressions se déroulent en France. Une toutes les 90 secondes environ, soit 45 par heure. Les agressions à caractère sexuel ont également flambé. Près de 25 000 pour le premier semestre, 4 000 cas supplémentaires par rapport à l'année précédente, soit 140 faits par jour en moyenne. Presque 6 par heure. Évidemment, à toutes ces agressions, il faudrait ajouter un chiffre noir, celui de toutes les agressions qui ne sont jamais déclarées par les victimes. Selon un sondage, ce chiffre noir serait 5 fois plus important. Autre surprise dans les statistiques, tandis que les agressions crapuleuses, autrement dit des vols avec violence, sont en recul avec une baisse de 11%, ce sont les agressions gratuites qui s'envolent. Par gratuite, on entend commises dans un autre but que le vol. Une démonstration claire des tensions dans une société où la cohésion fait désormais partie de l'histoire ancienne. Le mois d'août et ses nombreuses agressions au couteau laissent présager une poursuite de la flambée des chiffres sur le deuxième semestre de l'année. Des violences collectives viennent aussi grossir ces statistiques. Dans ce cadre, on recense de plus en plus d'affrontements entre des communautés étrangères. Ainsi, des Afghans se sont opposés au début du mois à Alençon dans l'Orne. La rixe a fait 10 blessés, dont 5 par balle et un mort. À Marseille, la cadence des règlements de compte aurait tort de se calmer dans le contexte national de poudrière. Déjà 15 morts ont été recensés depuis le début de l'année dans la cité phocéenne, plus que dans toute l'année 2017. L'agglomération grenobloise a également présenté son lot de violence avec l'assassinat d'Adrien Pérez à la sortie d'une discothèque. Une autre victime de 27 ans avait également perdu la vie une semaine plus tard, également après une agression avec une arme blanche. Gérard Collomb a d'ailleurs demandé à la police de renforcer tout particulièrement les contrôles et les palpations pour prévenir ce nouveau fléau. Un nombre important d'auteurs de ces crimes et délits sont à dénombrer parmi les clandestins et la gratuité des actes prouve que la misère ou la situation précaire n'est pas le moteur principal des agressions. Au rang des explications, on évoque l'affaiblissement de l'autorité parentale et la crise de l'école, mais aussi, comme toujours, la situation dans les quartiers dits défavorisés qui, malgré des perfusions d'argent public, restent des coupe-gorge. À croire que les maisons de quartier pour jouer au football ne suffisent pas à détourner du crime et de la drogue. Certains se risquent quand même à pointer du doigt la pression migratoire pour expliquer en partie cette recrudescence de violence. Du côté des forces de l'ordre, confrontées à ces délits tous les jours, on déplore le sentiment d'impunité des auteurs. Face à l'absence de crainte de sanctions, les passages à l'acte sont donc de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. La société leur fait même de plus en plus la part belle. De nombreuses agressions sont désormais filmées puis diffusées sur les réseaux sociaux. La rixe opposant les rappeurs Booba et Karis a d'ailleurs réuni plusieurs millions de spectateurs sur les réseaux sociaux. De quoi montrer l'exemple. Les retraités, victimes idéales du gouvernement, déjà visés par la hausse de la CSG et la baisse des charges sociales en début d'année, les anciens vont à nouveau être sollicités pour boucler le budget 2019. Thibaut Bastide. Des retraités aimés mais ponctionnés. Dimanche, le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé les grandes lignes du budget 2019. Sans surprise, la prévision de croissance a pris du plomb dans l'aile, passant à 1,7%, alors que le gouvernement tablait sur 1,9% jusqu'à présent. Pour maîtriser les dépenses publiques, l'aide personnalisée au logement, les allocations familiales et les pensions de retraite ne seront revalorisées que de 0,3% par an en 2019 et en 2020, soit moins que l'inflation évaluée à 1,6% en 2018 selon l'INSEE. Conséquence, les contribuables vont à nouveau passer à la caisse, et en particulier les retraités. En effet, comme depuis le début du quinquennat Macron, les seniors sont les premiers visés par les restrictions budgétaires du gouvernement. Considérés comme des quasi-privilégiés avec des niveaux de vie plus élevés que les actifs, les retraités apparaissent comme la cible idéale. S'il peut paraître normal que les millions de retraités participent aux efforts, la politique
politique mise en place est ressentie par certains comme un acharnement. Hausse de la CSG en début d'année et maintenant réduction des pensions de retraite. L'addition commence à être salée. Selon les calculs du député socialiste de Tarn-et-Garonne, Valérie Rabault, la désindexation des retraites combinée à la hausse de la CSG représenterait 755 € de perte de pouvoir d'achat par an pour un retraité qui a 1 700 € de retraite par mois. Dans le même temps, ceux que l'État considère comme des privilégiés touchent en moyenne 1 300 € par mois après plus de 40 années de cotisation, soit seulement 200 € au-dessus du seuil de pauvreté. Si des statistiques montrent que la proportion de pauvres parmi les retraités est moins élevée que dans le reste de la population, ces chiffres sont tronqués. En effet, on oppose le niveau de pauvreté de toute une population, avec notamment des jeunes qui démarrent dans la vie professionnelle et n'ont pas encore progressé dans l'échelle des salaires, à une catégorie de personnes qui ont accumulé 40 ans de vie professionnelle et qui ont consenti un effort financier tout au long de leur carrière pour payer les différentes cotisations de leur régime de retraite. Pourtant, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se défend, expliquant aimer tous les Français et en particulier les retraités. Le patron de Bercy a néanmoins affirmé vouloir améliorer l'économie des entreprises. Ces annonces n'ont d'ailleurs pas manqué de faire réagir Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez qui dénoncent ces coupes dans le budget de l'État. Une opportunité en or de récupérer les voix des retraités en vue des élections européennes de mai prochain. John McCain est mort. Cet ancien soldat américain devenu une personnalité de premier ordre des Républicains était très proche des néoconservateurs. Il était un fervent défenseur des interventions militaires états-uniennes. Olivier Frère-Jacques. John McCain est mort. Le sénateur de l'Arizona a quitté ce monde samedi 25 août. Avec lui, c'est un peu de l'ancien monde néoconservateur qui disparaît. Né en 1936, John Sidney McCain III était une figure phare du paysage républicain américain de ce début de siècle. Sénateur pendant 31 ans, de 1987 à 2018, il aura été connu du public mondial en 2008 lors de l'élection présidentielle qu'il opposa à Barack Obama. Relativement original dans ses prises de position, il alliait un certain conservatisme sur les questions de société tout en revendiquant une autonomie dans des domaines comme l'écologie, la nécessité de transparence dans les campagnes électorales ou encore la torture. Sur ce point, il avait d'ailleurs milité en faveur d'une limitation des pratiques de torture par la CIA, une position que n'avaient pas défendue ses adversaires démocrates Hillary Clinton et Barack Obama. Autre originalité de ce conservateur, son soutien à la légalisation d'immigrés clandestins, de quoi ravir certains donateurs du Parti républicain avides de main-d'œuvre bon marché. Atteint d'une tumeur au cerveau, le sénateur mourra à quelques jours de ses 82 ans. John McCain était surtout le symbole d'une tendance néoconservatrice et va-t-en-guerre, opposant systématique de Moscou, ce politique à l'ancienne qui avait gardé un pied dans le monde d'avant la chute du mur, était un fervent défenseur de l'OTAN. Il n'hésitera d'ailleurs pas à déclarer que la Russie est une station essence qui prétend être un pays, en qualifiant Vladimir Poutine de première et plus importante menace pour les États-Unis devant Daesh. La fondation de John McCain était en partie financé par le milliardaire George Soros. John McCain était aussi un défenseur obsessionnel d'Israël. Son décès a d'ailleurs entraîné des réactions émues de la part de l'État hébreu, des réactions que l'on retrouve également du côté du président Emmanuel Macron, qui a salué un vrai héros américain, ou encore du chancelier autrichien Sebastian Kurz. Plus mesuré, Donald Trump a publié un discret message de condoléances sur Twitter, et pour cause, le sénateur de l'Arizona était un fervent opposant à Donald Trump. Pas sûr que l'actuel président se rende aux obsèques du républicain belliciste. Certains médias affirment d'ailleurs qu'il aurait demandé que le locataire de la Maison-Blanche ne vienne pas à son enterrement. Et on reste avec Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Matteo, ça suffit, c'est par ces mots que le patron du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, s'est adressé au ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, au sujet des clandestins retenus à bord du bateau Diciotti. Alors que le chef de la Lega est visé par une enquête pour séquestration, arrestation illégale et abus de pouvoir, plusieurs cadres du mouvement 5 étoiles, qui gouvernent en coalition, ont réclamé la libération des passagers du Diciotti, bloqués depuis près d'une semaine dans le port de Catane. Une requête obtenue puisque les clandestins ont pu débarquer dimanche matin. Cette petite fracture au sein des forces de coalition formant le gouvernement pourrait conduire à terme à une rupture. Les réseaux sociaux au secours d'une Marocaine, le hashtag « Nous sommes tous Khadija » est devenu viral après qu'une adolescente a affirmé avoir été kidnappée et violée par un groupe d'individus pendant 2 mois à Afki Ben Salah, une localité située dans le centre du pays. Dans une vidéo, la victime a dévoilé des tatouages graveleux et des traces de brûlures et de cigarettes sur son corps.
12 membres d'une bande réputée dangereuse ont été interpellés dans le cadre de cette affaire et doivent être jugés le 6 septembre prochain. Le référendum anticorruption tombe à l'eau. La consultation organisée dimanche en Colombie pour durcir les sanctions contre les corrompus n'a pas atteint le quorum requis de votants pour contraindre le Parlement à agir. Selon le décompte officiel, un demi-million de voix a fait défaut. Les initiateurs de la consultation populaire n'entendent pas baisser les bras et vont soumettre directement leurs mesures aux parlementaires. Temps difficile pour l'évêque de Rome, très attaqué sur les réseaux sociaux pour une phrase sortie de son contexte sur l'homosexualité. Le souverain pontife n'est pas en reste au sein même de l'Église. Il a ainsi été largement critiqué par Monseigneur Carlo Maria Vigano à propos de la gestion des scandales pédocriminels et sexuels, notamment avec l'Église catholique américaine, et de Monseigneur McCarrick. L'ancien nonce apostolique Vigano demande notamment au souverain pontife, dans cette lettre de 6 pages, de démissionner. Le courrier daté du 25 août a été rendu public. L'évêque de Rome n'a pas souhaité s'exprimer publiquement sur cette question. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Ce soir, retrouvez notre Zoom du jour avec le marquis Jean-Paul Chérigues des Olmeta. Et je me suis retrouvé dans une loge d'anciens résistants de la SNCF. Bon, très bien. Et puis, j'étais très content. Il y avait le côté les Indiens et les cow-boys, l'initiation, tout ça, bon, très bien. Mais en même temps, je marchais un peu dans cette affaire. Et puis j'ai commencé à gueuler parce qu'il y a des choses qui me plaisaient pas, j'étais pas content. Tout ça. Alors pour me faire taire, c'est une grande technique, on m'a donné les grades supérieurs. Et à chaque fois que j'ai... Bon, les 3 grades normaux, apprenti, compagnon, maître. Mais alors après, on peut rester là. Mais après, j'ai visé les hauts grades, mais pas franchement. Mais comme j'ai commencé à enquiquiner le monde en disant « mais ça, c'est pas vrai, machin, là », hop, on m'a passé au grade supérieur. J'ai recommencé la même technique. Comme ça, j'ai fini en haut du cocotier. Et là, j'ai dit « bon, maintenant, je redescends, c'est plus possible ». Et puis retrouvez également un nouveau numéro de Politique Éco. Au cœur de l'été, Olivier Pichon recevait le directeur de Politique Magazine, Hilaire de Crémier. Ils évoquaient l'affaire Benalla. Et puis c'est désormais le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Une scène de plus en plus banale, hélas, relative aux photographes de village et à laquelle je viens d'assister le 15 août, me permet d'illustrer un problème plus général qui est celui des dominants mâles ou femelles, et on me pardonnera d'employer ce vocabulaire animal, puisqu'il s'agit d'un problème animal justement. Mais revenons aux photographes, j'en ai d'ailleurs déjà parlé, c'est un obsédé de l'image, il prend des chevreuils, des couchers de soleil, c'est un gendarme retraité, et il fait aussi des reportages qu'il met dans son blog dès qu'il y a une fête dans les 12 villages du canton. Alors l'autre jour, il y avait vernissage sur la place de la Halle et les villageois étaient tous ensemble, leur verre de plastique à la main. Il faut préciser que la Halle vient d'être cédée à la commune, que c'est un lieu rectangulaire bâti en 1850, sans ornement, et qui sert naturellement aux réunions. Mais c'est là que nous en venons aux réactions animales. Il y a sur cette place, dans une maison au bout de l'espace, un monsieur qui se conduit depuis son enfance comme un mâle dominant, c'est sa nature. Il sillonne le pays avec son 4x4, il commande tous les chantiers, il dit à tout le monde ce qu'il faut faire, il essaie de séduire les femmes, il essaie d'intimider les hommes, il est obsédé par les querelles de voisinage et là, il convoitait donc le carreau de cette halle pour que la commune le lui cède. Il voulait y mettre ses outils de jardin et son bois de chauffage. Le maire a dit non, enfin, ou plutôt le maire a dit on verra, parce que notre maire, lui, ne dit jamais non. Mais finalement, le lieu est passé sous houlette publique. Du coup, notre ami dominant, furieux, s'est mis à rôder autour du vernissage pour essayer d'aller planter son drapeau ici ou là, au milieu des villageois, d'une manière ou d'une autre. Et figurez-vous qu'il l'a trouvé, cette manière, il est tombé sur un ancien gendarme qui prenait des photos, celui dont je vous parlais, et il lui a dit qui vous a donné le droit de me prendre en photo? Alors l'autre lui a expliqué aussitôt qu'il ne prenait pas en photo, mais qu'il était en train de faire un plan général sur le parvis pour mettre une légende du genre grosse affluence au vernissage de l'exposition municipale. Eh bien, il n'empêche, dit le dominant pénible, là, vous ne m'avez pas demandé l'autorisation, et d'abord, vous êtes de quelle famille ici? En gros, il lui a demandé ce qu'il foutait ici, quoi.
Alors il commençait à jouer les chefs de meute, ce qui est assez imprudent avec un gendarme. Donc le gendarme s'est un peu fâché, il lui a dit « Je suis marié à Janine », donc là vous ne le sauriez pas, et je n'ai pas à répondre à ton interrogatoire, je connais la loi autant que toi, et même mieux apparemment, d'abord parce que je l'ai représenté à Paris pendant 35 ans, ce que tu sembles ignorer, ensuite parce que je sais que toute manifestation publique est susceptible d'être photographiée sans autorisation, c'est tout, et si tu as un texte de loi qui dit le contraire, tu me le montres. Et vous tous, vous allez cesser de nous emmerder maintenant avec votre droit à l'image, puisqu'il est question d'image, tu t'interroges pas assez sur celle que tu as au village, fais ton enquête, tu verras, elle n'est pas terrible. Ensuite, si tu veux vraiment observer la loi en toute occasion, tu t'arranges pour mettre ta ceinture, même quand tu vas au jardin, sans ça, un jour ou l'autre, tu peux avoir une surprise à 3 points. Fin de citation. La scène s'est déroulée donc devant moi, et j'avoue que j'en étais assez satisfait, parce que le type présentait une particularité supplémentaire. Non seulement il disait jamais bonjour spontanément, mais quand on le croisait dans l'allée du cimetière, il ne répondait même pas au bonjour que vous lui adressiez, même le plus sonore, même le plus souriant. Je l'ai connu, ce type enfant, c'était pareil. Même à l'âge de 10 ans, il s'arrangeait pour ne pas entendre votre bonjour. Alors vous allez me dire, rien de tout cela n'est très nouveau aussi. La seule nouveauté, c'est que personne n'oblige plus les enfants à dire bonjour au nom de toutes les fadaises 68ardes. Et ce gars-là avait 10 ans en 1980. Ses parents disaient, on n'est pas là pour faire la police. Ben, vous voyez le résultat. Ici, ça s'appelle Campagnol TVL. Ça dit souvent des choses que vous n'entendez pas ailleurs. Faites passer. Merci.